Merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être là. Enfin, très heureux, il ne faut pas exagérer. Oui, surtout que venir à 2 heures pendant que vous êtes en train de faire votre sieste et en train de digérer. Mais il paraît que le déjeuner a été très léger. Donc, je voudrais remercier Cyril pour son invitation. Et si je suis là, j'ai cherché les raisons. Et, enfin, d'abord, il y a son culot et puis son insistance. Ce sont deux qualités que j'aime beaucoup chez les entrepreneurs et surtout quand elles sont bien canalisées. Et donc, Cyril m'a appelé, m'a demandé, je sais pas, il m'a fait croire qu'il connaissait quelqu'un que je connaissais et que je ferais plaisir à cette personne. Enfin, n'importe quoi. Il m'a vendu une salade et je suis là. Et pour vous dire la vérité, je crois qu'en fait, Cyril a toujours rêvé d'être patron de chaîne d'information continue. Vous savez, genre BFM, LCI, parce que, ou alors il en est vraiment un des auditeurs passionnés, parce que dans ces chaînes, on invite des experts. Alors, c'est qui ces experts? C'est des gens qui connaissent absolument rien à un sujet et qui en parlent avec une formidable autorité. Vous avez vu ça tout au long de l'été sur la chloroquine, etc. Et donc, il y a des tas de gens. On les avait vus d'ailleurs parler de la crise financière, on les a vus parler aussi des chiens écrasés. Et donc, ils sont là, ils en parlent avec autorité, de manière très, très forte. Et donc, il a piqué quelqu'un, votre serviteur, pour vous parler d'un sujet que je ne connais absolument pas, qui sont les fintechs. Et il m'a demandé de le faire avec autorité, exactement comme si j'étais sur la chaîne de BFM ou de LCI. Et puis, il m'a assigné un thème, parce que non seulement il s'est permis de m'imposer un sujet auquel je ne comprends rien, mais il m'a aussi assigné un thème qui est très simple, qui est est-ce qu'on peut créer un champion mondial de la fintech en France? Voilà. Est-ce qu'on peut? Alors, moi, j'ai d'abord regardé dans le dictionnaire fintech, je pensais que c'était un fromage, ou que c'était un vin, ou un parfum. Ah bien non, 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 il s'agit bien de finance, c'est la contraction de finance et de tech. Et puis, champion du monde. Alors, il n'a pas essayé de me dire champion en Corrèze ou champion en Auvergne. Non, non, il est champion du monde. Et quand on connaît l'amour que portent les Français à la finance, on se rend compte qu'il y a du boulot. Hein. Parce qu'avant d'être champion du monde, il faut être champion dans son pays. Hein. Et c'est assez compliqué. Bon, alors, j'ai quand même essayé de faire le boulot correctement, puisque je viens et que je suis grassement payé, puisqu'il m'a promis sa gratitude éternelle. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse le boulot et j'ai cherché à comprendre quels étaient les défis à relever, parce que les champions du monde français dans la tech, il n'y en a pas beaucoup. J'ai cherché dans la généalogie de Zuckerberg s'il avait un grand-père français, une grand-mère française, si son père avait fauté, etc. Ou dans celle de Sergey Brin ou de Larry Page, et je n'ai pas trouvé. Alors, il y a de belles réussites. Alors, soyons sérieux 2 minutes. Il y a de très belles réussites françaises et il y a pas mal de startups qui sont devenues des licornes. Et je pense que si on regarde sur la durée, on a réussi à sortir de cette espèce de marasme où on n'avait quasiment pas de licorne. Et il faut bien le dire que c'est grâce à des gouvernements qui se sont succédés. Ça a commencé avec Sarkozy. Et puis, il y a eu une belle accélération sous Hollande. C'est Macron qui était à l'époque le conseiller du président Hollande. Et puis, ministre de l'économie, il a créé
tout un mouvement beaucoup plus énergique et il y a aujourd'hui un climat extrêmement favorable aux startups. Mais quand on regarde le paysage, et même si on peut être fier de ce qui a été accompli à ce jour, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas encore de champion du monde. Il y a donc un double défi. D'une part, le défi de la finance, et d'autre part, celui de figurer sur le podium. Alors, quand on regarde les grandes fintech, parce que c'est quand même intéressant de regarder celles qui ont réussi, qui sont imposées à travers le monde, et d'où est-ce qu'elles viennent, et quelle est un peu leur histoire. Alors, je ne vais pas détailler la totalité des fintech, et je ne vais pas non plus vous assommer avec des chiffres. Alors, il y a deux qui dominent, que sont PayPal et que sont Ant. Ant, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas seulement une petite fourmi, mais c'est surtout à l'origine Alipay, c'est-à-dire la filiale d'Alibaba en Chine. Et puis, il y a un certain nombre d'autres startups, j'en ai piqué quelques-unes sur les différents continents. Il y a Stripe, qui est la plus grosse des fintech US, qui est évaluée à environ 35 milliards de dollars. Elle propose aux e-commerçants une API pour accepter les paiements en toute sécurité. Donc, vous voyez, vous avez déjà un élément qui vous donne une piste pour savoir comment est-ce qu'on peut réussir quelque part. Un élément très simple, c'est on va prendre un petit créneau et on va aller jusqu'au bout, on va le tirer et on va essayer d'être excellent dans ce créneau. Vous avez un autre qui est Robin des Bois, Robinhood. Cette entreprise a fait beaucoup de bruit pendant le confinement et elle, c'est aussi un truc tout bête, tout simple. C'est une plateforme de trading mobile sans commission. Elle n'opère qu'aux États-Unis et permet à n'importe qui d'acheter du Publicis, de vendre, je ne vais pas dire lesquels, depuis son smartphone. Donc, toc, 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 tiens, ça marche, j'ai une bonne nouvelle là, hop, acheter. Et l'application compte 13 millions d'utilisateurs, dont 3 millions qui ont été acquis depuis seulement le début de 2020. Elle est valorisée 11 milliards de dollars. Et puis, il y en a une que vous connaissez bien, que tout le monde connaît bien, que les jeunes adorent, qui est Revolut, qui est une néobanque britannique qui a été montée il y a tout juste 5 ans, sur un principe, là aussi, extraordinairement simple, offrir aux voyageurs un digital wallet, un portefeuille digital, dans lequel ils peuvent échanger les monnaies sans commission. Je te file du dollar, tu me files de l'euro, boum, boum, et je ne paye pas de commission, et je paye le cours de change. Elle compte désormais 12 millions d'utilisateurs, propose du trading sans commission. On peut aussi acheter de l'or ou des crypto-monnaies. Elle est valorisée à 5,5 milliards de dollars. Et moi, je trouve que c'est une réussite assez exceptionnelle et je l'aime personnellement beaucoup. Et puis, quand on regarde l'Europe, on se dit, mais où sont les startups qui, en Europe, ont une position mondiale intéressante? Et évidemment, il y a un pays qui a réussi à placer une formidable startup qui est Spotify. Et dans la fintech, il en a placé une autre qui est Klarna, et qui est la mieux valorisée de l'Europe continentale, avec 10 milliards de dollars, après un round de financement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps auprès de Silver Lake. Elle permet, là aussi, vous allez voir, aux consommateurs de payer des produits qu'ils achètent en ligne seulement après les avoir reçus. Ils ont pris un petit créneau, il y avait un vide, il y avait un problème, ils l'ont résolu. Et elle est en train de se transformer progressivement en néobanque. J'essaie de voir ce qu'il y avait ailleurs, et puis il y a un Nubank, qui est la plus grosse fintech brésilienne, encore une néobanque, et elle est valorisée à 10 milliards. Je n'ai pas l'impression qu'on ait des startups françaises qui soient valorisées à 10 milliards, pas encore en tout cas. Alors,
sur la France, je ne vais pas vous dire quels sont les fintechs, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Et je fais une mention, non pas parce que je trouve la fintech extraordinaire, mais parce que je connais le père d'un des cofondateurs, et je me suis dit, tiens, ça lui fera plaisir que je nomme son fils et que je dise, ah oui, là, il a fait un truc formidable. Donc, je vais vous parler de Conto et de Steve Hanavi, parce qu'effectivement, je connais son papa et on est copains depuis très longtemps. Et il faut s'entraider, quoi. Hein, c'est pas mal de s'entraider. Et il est formidable. Et Steve, il est bien. Euh, alors, si on revient maintenant à la question essentielle qui m'a été posée, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une fintech qui puisse s'imposer dans le temps comme un champion du monde ou qui puisse accéder au podium? Et est-ce qu'il y a de la place avec tout ce qui a été créé jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des idées nouvelles? Alors, il y a d'abord un premier élément, c'est que en termes de marketing, on nous apprend qu'il faut chercher le créneau, et que quand le marché est encombré, faire du MeToo, c'est compliqué, et qu'il ne faut pas y aller, parce que si quelqu'un existe déjà, c'est un peu compliqué. Il se trouve que dans le domaine de la tech et de l'ère des dot-com, on va l'appeler comme ça, même quand le marché est encombré, il y a de la place. Et je vais vous donner 2 exemples, mais je vais vous dire d'abord quelles sont les conditions. Les conditions, elles sont très simples. Pour faire un énorme succès, vous n'avez besoin que de 3 conditions, pas 4, 3. La première, c'est l'idée. L'idée doit être forte, simple, claire. Une idée d'une simplicité, j'allais dire biblique, mais c'est faux parce que quiconque a essayé de lire la Bible se rend compte que ce n'est pas simple. Donc, une idée simple, voire simplissime. Un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs qui en a, qui en veut et qui est capable d'aller jusqu'au bout. Et une exécution sans faille, une exécution remarquable, où rien n'est laissé au hasard. Alors, si on a ces 3 éléments, même dans un marché encombré, on peut réussir. Et je vous ai dit que je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est Google. Au cas où vous ne le sauriez pas, mais je suis persuadé que vous savez, et que vous en savez beaucoup plus que moi, Google est le 6e search engine. Quand ils ont présenté leurs idées à un certain nombre d'investisseurs, ils ont dit il y a déjà 5 avant, search engine de plus, écoutez les enfants, essayez de trouver autre chose. Non, 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 on veut faire notre search engine, on pense qu'on peut faire mieux que les autres, etc. Et ils ont été turned down, comme on dit, par beaucoup de VCs, et ils sont devenus ce que l'on sait aujourd'hui, capitalisation boursière, un peu plus de 1000 milliards, bref, une petite chose. Je vais prendre le 2e exemple, Facebook. Au moment où Facebook se crée, il y a déjà un réseau social qui a 50 millions d'utilisateurs. Ce réseau social, vous vous en souvenez pas, s'appelle MySpace. Et MySpace avait été acheté par Murdoch. Et malheureusement, Murdoch est peut-être excellent sur le papier, dans le papier et excellent dans la télé, mais sur les réseaux sociaux, ça n'a pas bien marché. Et ça a permis à Facebook et à Zuckerberg de rentrer là-dedans, mais vraiment comme dans du beurre, et ça a été un succès que nous connaissons. Il n'y a donc pas de fatalité. Il n'y a pas de marché qui soit dans cet univers trop encombré. D'abord parce qu'il y a les séquences techniques et qu'à chaque nouvelle séquence technique, il peut y avoir
une opportunité de se distinguer des prédécesseurs. Et puis ensuite, parce qu'il y a des impatiences. Et que dans cet univers, à chaque nouvelle génération, dès qu'une commence à bouger, elle prend la place de l'autre. YouTube a été, à un moment donné, le réseau social le plus intéressant dans la vidéo. C'était là où on postait les vidéos amateurs, etc. C'est devenu des chaînes multiples, n'en parlons pas, un succès éblouissant, mais ça a laissé la place pour TikTok. Et puis, si Facebook n'avait pas racheté Instagram, Instagram aurait peut-être bouffé Facebook, etc. Donc, les gens sont en appétit d'innovation, ils sont en appétit de choses neuves, et c'est un élément absolument indispensable pour créer quelque chose dans l'univers de la tech. Alors, on va imaginer pour une seconde que dans cette salle ou dans l'audience, les 4 personnes qui nous regardent à l'extérieur et qui sont branchées au-dessus, on va imaginer un instant que quelqu'un a une idée. Et on va imaginer un instant que cette idée n'est pas trop mauvaise. Alors, est-ce que cette personne qui a une idée peut réussir? La réponse, elle est simple et directe, oui. Pourquoi? D'abord parce que l'environnement est favorable. Ensuite, parce que dans tous les pays, pas seulement en France, mais en France en particulier, les pouvoirs publics font énormément d'efforts et mettent les moyens pour encourager les entrepreneurs. Vous avez la BPI, vous avez énormément de soutien, vous avez des business angels, vous avez des investisseurs, des VCs. Tout le monde a envie, il y a de l'argent qui est aujourd'hui pas très cher du fait de la faiblesse des taux d'intérêt. Et donc, tout le monde a envie d'investir et rêve de réussir une de ces opérations. Ensuite, pour que ça marche, il faut que l'entrepreneur ou les entrepreneurs, si c'est une bande de copains, réunissent 3 conditions. La première, c'est d'être focus. La deuxième, c'est d'être focus. La troisième, c'est d'être focus. S'ils pensent qu'ils vont faire ça et qu'en même temps, ils vont avoir du temps pour aller au théâtre, pour s'amuser, pour contaminer les autres, etc., non. Là, ils vont contaminer personne parce qu'ils vont s'occuper à 100% uniquement de leur truc, de leur idée, et ça va être obsessionnel. Si vous avez vu Social Network, le film sur Zuckerberg, vous vous rappelez qu'il passait ses nuits à coder, à créer son outil, etc. Et c'est comme ça. Et tous ceux qui ont réussi, c'est comme ça. Si vous regardez comment a fonctionné Daniel Ek quand il a créé Spotify, c'était ça, c'était obsessionnel. Et quant à l'idée, vous pouvez chercher 2 voies possibles. La première, c'est de traiter ce qu'on appelle un pain point, un problème. Un problème qui est vertical et qui s'étend sur l'ensemble du monde. Et c'est un problème universel que tout le monde connaît. Je veux dire n'importe quoi. Par exemple, vous allez dire, je vais traiter le problème de la gestion des tuitions pour les étudiants. Et j'ai un outil qui va leur apporter et le crédit, et les remboursements, et la méthode de remboursement. Ils n'auront à s'occuper de rien, je m'occupe de tout, je leur apporte une solution là, et tous les étudiants du monde devraient théoriquement être intéressés, ils vont regarder ça, surtout si en plus ça leur coûte beaucoup moins cher que ceux qu'ils paieraient par ailleurs. Donc, par exemple, cela. Ou alors, en vous intéressant un petit peu à des gens comme moi, oui, je vais m'occuper de la vieillesse de ce monsieur, et je vais lui apporter pour sa retraite, la gestion de ses points de retraite, et comment est-ce qu'il va faire pour avoir sa chaise roulante, etc., et qu'il n'ait pas trop de problèmes, et on va lui acheter un petit bavoir quand il ira déjeuner. Donc, il faut traiter un problème et essayer d'éviter ce qu'on appelle un pain point. Ou alors, l'autre solution, qui est non pas universelle et qui ne traite pas d'un sujet à travers le monde, peut traiter d'un sujet
qui est sur une cible donnée. Et on va prendre quelques exemples. Western Union s'est fondé et vaut quelques dizaines de milliards sur une idée très simple, c'est on va assurer les mandats des expats. Comment est-ce que les expats qui travaillent dans un certain nombre de pays, une fois qu'ils ont touché leur salaire, vont immédiatement au guichet Western Union pour envoyer l'argent à la famille. C'est tout ce qu'ils ont fait et c'est devenu une entité qui maintenant fait beaucoup plus de choses, mais c'est un problème spécifique sur une cible spécifique. Mais ça peut être de se dire, je vais traiter le problème des hispaniques ou je vais traiter le problème des francophones. Ils sont quand même quelques centaines de millions et peut-être qu'il y a un problème commun à tous les francophones. Je ne sais pas lequel, mais je vous laisse travailler un petit peu quand même. Et puis, on peut imaginer bien d'autres spécificités. L'important, et la seule chose qui compte, c'est de trouver l'idée qui règle un problème pour lequel il y a suffisamment d'amateurs. Quelques centaines de milliers pour commencer, mais quelques millions. La clientèle ne se compte pas par 3 ou 4 millions ou 10 millions. Il faut que ça dépasse la dizaine de millions si vous voulez faire un champion. Et puis, bien sûr, il faut être absolument intransigeant sur la qualité de l'exécution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, on n'est pas en train d'essayer de marchander avec soi-même, c'est « ah bon, ce truc, on n'a pas trouvé la solution, on va passer à autre chose ». Non, non, on trouve la solution, on l'exécute, et il faut que ce soit quelque chose qui à l'exécution, montre bien que c'est fluide, simple, facile. Et donc, il y a un point sur lequel j'ai insisté et sur lequel il ne faudra pas que vous vous trompiez. Il ne suffit pas de décider de faire une fintech ou une start-up pour que cela marche. Dans cet univers, il y a, on le sait bien, très peu de réussites exceptionnelles, quelques réussites moyennes et beaucoup d'échecs. Il y a d'ailleurs tant d'échecs que c'est même effrayant. Je me souviens d'une conversation avec Jeff Immelt où j'étais en train de lui montrer sur Iris Capital que nous avions un taux de réussite assez exceptionnel et il m'avait jeté à la figure, c'est parce que vous ne prenez pas assez de risques. Donc, les VCs savent très bien qu'ils doivent prendre des risques. Donc, le fait qu'il y ait des échecs n'est pas un élément gênant. Mais quand on regarde ce qui a marché, et partout, ce que je vous disais tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est l'idée, il faut qu'elle soit forte. Si elle n'est pas assez forte, c'est une raison de l'échec. C'est son exécution. Rappelez-vous, et vous l'avez encore aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, la manière dont Google a fait sa homepage, juste la barre pour la question, rien d'autre. Simple. Qu'est-ce que je cherche? Boum. Et si vous aviez vu à l'époque les pages de Yahoo pour le search, il y avait tout. L'histoire de ma vie, de ma famille, etc. Donc, la simplicité est un élément essentiel. Et enfin, quand ça ne marche pas, c'est que généralement, l'équipe n'a pas passé 18 heures par jour ou 7 jours par semaine obsédée par le succès de la boîte. Si elle a pris le temps de la détente, etc., eh bien, ça ne marche pas. C'est désolant, c'est injuste, parce qu'on pourrait dire, tiens, on peut faire ça comme des fonctionnaires, comme si je travaillais à la poste, 3 heures par jour, mais non, il faut absolument être complètement focalisé et travailler de manière obsessionnelle. Le dernier point, c'est qu'il ne faut pas trop se tracasser pour l'argent. Il y en a. Et c'est assez facile d'avoir des fonds, c'est assez facile d'avoir des soutiens, et c'est assez facile d'acquérir la confiance des investisseurs. C'est tellement facile
qu'il n'y a qu'une chose qui est plus facile que ça, c'est de la perdre. Parce que très vite, quand ils voient que ça ne marche pas, ils retirent leurs billes, ils se tirent, ils arrêtent d'investir. Et c'est fréquent. Et ça fait partie du business model. Et donc, ceux qui s'acharnent et ceux qui continuent à investir, ce sont ceux qui croient vraiment dans l'équipe, parce que l'équipe croit tellement à son projet qu'elle embarque tout le monde, et elle le fait avec tellement de cœur que c'est vraiment un gage de réussite. Alors, le dernier mot, c'est sur est-il possible d'être champion du monde? Il se trouve que ce n'est pas une spécialité française. Donc, quand on regarde, il y a énormément de choses qu'on fait très très bien, les profiteroles, etc. Mais les premières places dans l'économie, on n'est pas franchement de grands habitués. Alors, il y a quelques champions, L'Oréal ou Airbus, etc. Mais pas beaucoup. Et quand on regarde dans la tech et dans les startups, encore un peu moins. Alors, je ne désespère pas et je pense que ça va arriver parce que de plus en plus, on sent qu'il y a des entrepreneurs qui en veulent et qu'il y a des idées qui circulent. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et le dernier point, puisque c'est le comment, j'ai essayé de réfléchir à ce que pouvait être le comment. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal s'il y avait un peu de jus de cerveau, parce que là, il faut carburer un peu. Ce serait pas mal s'il y avait un petit peu d'imagination pour aller au-delà de ce qui est évident, et de faire quelque chose qui soit un petit peu rupturiste. Et puis, ce serait même très bien s'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, je vous remercie et je vais répondre aux questions puisqu'il paraît qu'il y en a quelques-unes. Merci. Ah, si c'est de là, ça va. Oui, oui. Je croyais qu'il était venu m'embrasser, j'étais inquiet. Donc, j'ai tout de suite mis un masque. En plus d'être insistant et culotté, on m'a demandé d'être celui qui pose les questions qu'on a rassemblées pour vous pendant 2 semaines. Et à la fin, on m'a demandé d'être aussi impertinent. Alors, moi aussi, je vais essayer de faire le travail. La première question, parce que vous avez cité les quelques champions français qu'on a, les L'Oréal, Vous n'avez pas dit LVMH, mais bon, ils en font partie et tout. Mais il y en avait un. Oui, absolument, mais j'ai dit quelques-uns. Il y en a un que vous avez oublié, c'est Publicis. Étonnamment. Et une question qui est beaucoup revenue, c'est quand on travaille beaucoup, quand on est très concentré sur son idée, il y a aussi des moments où on doit prendre des risques. Et vous, en tant que CEO de Publicis, quel est le plus grand risque que vous avez pris et pourquoi? Le plus grand risque que j'ai eu à prendre, ça a été la mondialisation. Il faut savoir que, tout le monde le sait, la publicité, le marketing, ce sont des techniques et des inventions, ou en tous les cas, des pratiques qui sont américaines. Un marché largement dominé par les Américains, surtout à l'époque. Et prétendre devenir un groupe mondial tenait de l'inconscience. Et c'était très réfléchi, mais honnêtement, j'étais assez inconscient. Je ne me rendais pas bien compte de toutes les difficultés. C'est-à-dire passer de 11 pays européens à soudainement 70 pays mondiaux, alors qu'on était dans la ceinture parisienne. On était entouré de pays qu'on connaissait bien, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, enfin des pays avec lesquels on a une forme d'intimité. Les États-Unis, c'était un gros morceau. Ajouté dans la même semaine, j'avais acheté le Canada, le Mexique et le Brésil. Mais aux innocents les mains pleines. Et donc, il faut oser de temps en temps prendre des risques. Alors, j'en ai pris d'autres.
J'en ai pris beaucoup d'autres. Certains ont été des risques un peu excessifs, puisque j'ai connu des échecs. Et non seulement je les confesse, mais je trouve qu'on apprend bien plus de nos échecs que l'on apprend de nos victoires. Mais je pense qu'on ne progresse qu'en prenant des risques. Merci. Deuxième question, qui est une question qui revient souvent sur finalement les environnements légaux, juridiques des différents continents. On voit bien que tous les géants que vous avez cités, à la fois Facebook, mais aussi Ant Financial, Alibaba, se sont créés dans des environnements où finalement la lutte contre les monopoles, l'hyperconcentration est pas si forte que ça. On n'aurait jamais laissé un Facebook en Europe, c'est sûr. On l'aurait découpé longtemps avant. Un des grands trucs. Vous plaisantez? Ok. Vous rêvez? Allons-y. Mais jamais. Je veux dire, Facebook, s'ils étaient nés en Europe, d'abord, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu la même réussite. Ça, c'est un autre problème. Mais jamais ils n'auraient été empêchés de grandir et de grossir. Parce qu'ils n'ont pas commis, ou ils n'avaient pas commis jusque-là d'infraction de domination. Actuellement, s'il y a un sentiment de domination, et ce sentiment existe, c'est parce qu'il y a un acronyme que sont les GAFA qui capture plus de 50% du business de la publicité. Donc c'est considérable et de ce fait, ils ont une position qui est ce qu'on pourrait appeler une position dominante. C'est une définition, mais ensemble. Donc ce qui est important, c'est que la concurrence joue entre eux. Et pour l'instant, je crois qu'elle joue assez bien entre eux. Est-ce qu'on aurait interdit un Google de se développer? Je ne crois pas. Est-ce qu'il aurait eu les moyens de se développer et de réussir s'il était né en France avec une langue française? Je ne crois pas. Je crois que ce qu'il a énormément aidé, c'est d'être né dans un marché de 250 à 300 millions d'individus et d'être immédiatement à un niveau de taille qui lui permettait d'aller très loin. Donc, je n'ai pas le sentiment que nous les aurions empêchés de grandir. Je pense qu'ils auraient été empêchés de grandir par notre diversité culturelle, la diversité de nos langues, l'incapacité que nous avions à accompagner ou à laisser se développer ce genre d'entreprise. Mais en aucun cas, ils n'auraient été démantelés parce qu'ils n'ont pas commis d'infraction pour être démantelés à ce stade. Magnifique. Dernière question, un tout petit peu plus personnelle. En 2019, vous avez créé avec vos fils Icor, un fonds d'investissement dont l'objectif est de prendre des participations majoritaires dans des pépites, concentrées sur blockchain, intelligence artificielle, pour créer un groupe d'entreprises capables de devenir un champion européen. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être dans un avenir proche, Maurice Lévy, CEO d'une FinTech et elle-même membre de France FinTech? Écoutez, j'ai commencé à regarder un peu ce que ça pouvait être la FinTech. Vous avez vu que je me suis documenté. Donc, ma foi, ce n'est pas complètement impossible. Hein. Mais il faudrait qu'il y ait la bonne idée, les bons entrepreneurs et une formidable exécution. Et si vous vous rappelez de ces trois éléments, je n'aurais pas perdu mon temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.